Les groupes qui viennent ici ont des profils différents. J'accueille des entendants qui apprennent la langue des signes et viennent me rencontrer pour se confronter à une autre façon de signer que celle de leur prof. Je reçois aussi des groupes de sourds, des enfants auxquels je présente des contes en langue des signes, pour qui je suis un modèle sourd adulte auquel ils peuvent s'identifier. Et puis des groupes d'adultes sourds, souvent en recherche d'emploi, que j'accompagne à la Cité des métiers. Je fais également de la prévention dans le domaine santé. C'était intéressant, ouais. Je pense que Claire a amené une autre vision de l'accessibilité. Donc du coup, elle nous a vraiment apporté une conscience du handicap. Et je pense que c'est une de ses missions propres au sein des collègues. Elle fait beaucoup de formations sur la compréhension non verbale. Elle nous accompagne. C'est la première à nous donner des petits mots, dans le sens du terme, des petits signes pour qu'on puisse comprendre et l'aider à communiquer avec elle. Elle donne beaucoup, même s'il y a une barrière. Donc ça, c'est vrai que c'est assez génial d'avoir quelqu'un qui donne autant. Au sein de la communauté sourde, Claire tient une place importante. C'est une personne de valeur, un leader, un modèle. Des sourds peuvent la prendre pour modèle. Elle a plusieurs casquettes et elle sait s'adapter à tous les publics. Elle est patiente, elle sait transmettre. Oui, c'est vrai, c'est vraiment un modèle. Tout le monde peut s'en inspirer. Je rêvais de devenir journaliste parce que tout ce qui arrive dans le monde, que ça concerne les sourds ou les entendants, j'ai envie de le transmettre. J'aime ça. On m'a dit que ça ne serait pas possible à cause de mon niveau de français écrit. Mais il n'y a pas qu'avec des phrases et des mots qu'on peut faire passer des idées avec finesse. La langue des signes permet ça aussi. L'université, c'était pas pour moi. Mais finalement, quand je regarde mon parcours, j'ai toujours eu ce côté journaliste. Je suis Claire et toute information importante, je la transmets immédiatement. J'ai vu, moi, que tu étais sourde quand tu avais 6 mois. À 13 mois, on a été voir un ORL qui t'a fait un examen et qui m'a dit que tu étais sourde profonde. Et que, bon, ben, c'était foutu, tu n'apprendrais rien, et que, voilà, qu'il n'y avait rien à faire. Et non, moi, j'y ai pas cru. Je suis née dans une famille d'entendants. Je suis la seule sourde. Je suis née sourde, comme ça, sans cause particulière. J'ai une grande sœur, un jeune frère, et on est tous nés à 1 an d'intervalle, donc très proches en âge. Et eux sont entendants. Ma sœur et mon frère parlaient beaucoup. Ils étaient bavards, ça discutait tout le temps en famille, et moi ça me frustrait. Je demandais à ma mère ce qu'ils se disaient. J'interpellais mon frère et ma sœur pour qu'ils s'adressent à moi en direct, par geste. Ils entendaient ce que mes parents disaient, ils auraient pu le signer pour moi, mais la parole était la plus forte. J'étais déçue, aucun des deux ne faisait d'effort pour moi. Maman, oui, elle traduisait tout le temps.
J'avais 1 an. 1 an et quelques semaines. 1 an et 2 mois à peu près. Enfin, autour d'1 an, quoi. En revoyant cette photo, je me suis souvenue de cet instant. J'étais en train de descendre les escaliers et je me suis aperçue que ma mère allait prendre une photo. Elle m'a dit « Attends, attends ». À ce moment-là, je dialoguais avec moi-même. Et j'avais mal au cœur de voir que ma mère voulait m'expliquer des choses, mais qu'elle n'y arrivait pas. Alors que l'échange avec mes frères et sœurs était facile. Là, dans ma tête, je me suis dit « Attends, quand tu seras plus grande, tu trouveras un moyen pour communiquer avec ta maman ». Je me souviens que je pensais ça au moment de la photo. Ensuite, cette photo a été collée dans l'album. Et quand je la regarde, j'ai l'impression que c'était hier. La photo te permet de te rappeler pour toujours. Ça laisse une trace. Je voyais bien que l'oralisme, la communication était trop difficile, que c'était pas... il fallait apprendre le français, il fallait apprendre à écrire, et puis apprendre à lire sur les lèvres, c'était compliqué. Alors qu'en langue des signes, bah, la communication, ça se faisait naturellement. Voilà, c'est ça, moi, j'ai compris tout de suite. Et donc, on est tous partis, 5 semaines là-bas, en Amérique. Premier voyage, un grand voyage qu'on faisait tous ensemble, avec les enfants, toute la famille. Ma vie a vraiment changé à partir de 1979. Il y a un avant et un après l'été 79. Avant, j'étais un peu perdue, j'essayais de suivre ce qui se passait. Mais personne ne me prenait réellement en compte. Et puis, en 79, on est allé à l'aéroport d'Orly. Je pensais qu'on partait en vacances en famille, comme les années précédentes. Et là, à l'aéroport, j'ai aperçu un petit groupe qui signait, des adultes. J'ai ressenti quelque chose d'incroyable. J'ai dit à mes parents, il y a des sourds. Ce petit groupe de sourds n'était pas là par hasard. Il y avait un séminaire d'1 mois organisé à l'université Gallaudet aux États-Unis, à Washington, D.C. Cette université est unique au monde. On y est allé pour se renseigner sur la langue des signes, on a assisté à des conférences. Et c'est là que j'ai rencontré Emmanuel Laborie. On a rencontré plein d'autres gens aussi. On a découvert plein de choses là-bas. Je me souviens qu'on a vu des policiers qui signaient, on n'en revenait pas. Et se retrouver dans cette université, une université de sourds qui dispensait des études de qualité. Et puis j'ai aussi découvert qu'on pouvait être sourd et adulte, sourd et âgé. Mais ce qui a vraiment changé pour moi, c'est que j'ai enfin pu m'exprimer. Avant, je me contentais de dire « Qu'est-ce qu'il a dit, lui ? Et lui, il dit quoi ?» Mais exprimer ma pensée, donner mon avis, être dans l'échange, ça ne m'était jamais arrivé. Ça a commencé là. En voyant tout ça, je me suis rendu compte qu'on pouvait vivre normalement, dans un monde normal. Et peu d'enfants ont profité de cette expérience. Nous retrouvons maintenant nos invités. Vous savez que Bernard Mottez et Harry Markowicz de la revue Coup d'œil organisent des stages d'été à l'Université des sourds américains de Washington, le Gallaudet College. Des parents d'enfants sourds ont bien voulu nous donner leurs impressions. Henri Garguier, et je suis le père des 3 enfants présents, Claire, qui est malentendante, Laure et Frédéric, mon fils. Et nous avons constaté naturellement que là-bas, à Gallaudet, Claire a pu s'exprimer, converser, disons, par l'intermédiaire du langage gestuel, aussi bien avec des sourds français qu'avec des sourds américains, avec des enfants et avec des adultes. Et là-bas, elle se sentait vraiment dans son élément. Elle était avec des gens qui la comprenaient. Tous. Claire, comment c'est Gallaudet? C'est bien? Tu aimes? Oui? Qu'est-ce que tu as fait là-bas?
Tu as vu des amis? Beaucoup? Un peu? Beaucoup de sourds? Oui? Tous? Tous? Entendants? Entendants font les gestes bien. Avec les sourds? Avec les sourds? Tout le monde a appris les gestes là-bas. C'est bien? Et nous voudrions avoir de l'aide. De l'aide au niveau de l'éducation nationale, déjà, premier temps, que le langage gestuel soit reconnu officiellement en France, qu'il y ait des classes qui enseignent le langage gestuel. Et ce que nous voudrions surtout, c'est que sur le plan national, la télévision utilise au maximum le langage gestuel, et qu'il y ait des conversations qui soient traduites en langage gestuel, qu'il y ait des cours en langage gestuel, de façon à ce que nous, parents, nous puissions avoir cet enseignement et que les enfants l'aient. Et les malentendants aussi. Tu vois, là, tu parlais des gens langue des signes tout de suite après être rentré. C'était très vite. Ah oui. Ça me fait plaisir de te voir. Ah, moi aussi. Tu m'as connue toute petite, j'avais 8 ans. Oui, tu étais toute petite, t'avais 8 ans. 8 ans, ouais. Ça fait longtemps. En fait, tes parents apprenaient la langue des signes. C'est moi qui donnais les cours. Et là, j'ai vu débarquer une petite fille qui m'a signé quelque chose. Tu étais mignonne. Après, je suis parti aux États-Unis par le biais du théâtre IVT. C'est eux qui m'ont proposé d'aller voir ce qui se faisait là-bas à l'université Gallaudet. Gallaudet, ça ne m'évoquait rien, je ne connaissais pas. Je savais bien qu'il y avait des sourds dans le monde qui pratiquaient la langue des signes et qu'aux États-Unis, la communauté était importante. Mais ce qui s'y passait, je n'en savais rien. Arrivé là-bas, je suis tombé des nues. Une énorme université. Que des sourds, des professeurs sourds, des avocats sourds, de la langue des signes à la télévision. En France, qu'est-ce qu'on était en retard? On était vraiment des mauvais, hein. On enseignait aux sourds comme si c'était des débiles, alors que là-bas, ils étaient vraiment très avancés. J'avais envie qu'on avance aussi. Et quand tu es revenu, comment tu as réagi? Eh bien, quand je suis revenu, j'ai explosé, hein. Je voulais qu'en France, on mette en place les mêmes choses. Qu'on arrête de dire, pour les sourds, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je voulais balayer l'oralisme et je voulais de la langue des signes. Et là, je suis parti en guerre. Les Américains nous ont expliqué que c'était important de penser aux enfants. Pour moi, c'était trop tard. J'avais la quarantaine lorsque je suis parti à Gallaudet. Non, en fait, j'avais 38 ans, ouais. Donc c'était tard. C'était trop tard. C'était dommage. Mais il y avait des enfants, dont toi. Et c'est toi que j'ai choisi comme héritière pour te transmettre une belle langue des signes. Ce que tu me dis là, ça me fait penser à quelque chose. J'étais dans le premier groupe de sourds qui a visité la Villette. On me l'avait proposé, j'étais partante. Je me rappelle, on était 7. Et je me souviens que tu nous avais expliqué des choses. J'avais eu le coup de cœur. Ta langue des signes était limpide. Ce n'était pas du tout un style universitaire, Ah non, pas universitaire, hein. Ma langue des signes était proche de la communication non verbale, très claire. Un vrai plaisir. Oui, moi j'avais envie qu'on t'embauche à la Villette. D'ailleurs, je te l'avais demandé. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Tu as hésité à ce moment-là parce que tu travaillais à l'hôpital... À la Salpêtrière. À la Salpêtrière. Et quand tu as arrêté d'y travailler, j'avais toujours ça en tête, hein. Comme on avait encore besoin de quelqu'un à la Villette, je t'ai appelé. Je te voulais parce que je te connaissais. Je savais tout ce que tu avais fait avant. Tu étais très vivante. Et mon choix s'est porté sur toi. T'étais faite pour ce poste à la Villette.
J'étais timide, j'avais peur, il y avait du monde. C'était la première fois. Je me suis dit, allez, courage, vas-y. Je suis montée sur scène, j'ai fait mon poème en langue des signes. Ça s'est bien passé, j'étais contente. Les gens aussi. J'avais pris confiance en moi. J'étais une enfant normale. Et me voilà. Bonjour Claire. Ah bon? Oui, pour les films. Voilà, je pense. J'enseignais en milieu ordinaire et donc j'ai eu ce coup de fil impromptu de Madame Morvan proposant un plein temps d'enseignement en histoire-géographie, ce qui me convenait très bien, et m'expliquant à quel niveau de classe et qui elle était, et comment, voilà. Et c'est juste donc à la fin de la conversation téléphonique, elle me dit « Les élèves sont sourds, est-ce que ça vous dérange ?» Alors j'ai ouvert des billes, ce qui ne se voyait pas au téléphone. J'ai dit que je ne savais pas et que je demandais à voir. Je me souviens très bien. C'était en classe de seconde. Vous êtes arrivés dans la salle, vous avez commencé à faire votre cours à l'oral, vous avez parlé assez longuement. Je vous regardais, je vous écoutais, je vous suivais. Et les autres élèves vous regardaient aussi. À la fin de votre cours, avec un grand sourire, vous nous avez demandé « Vous avez bien compris ?» Et les élèves vous ont répondu « Non ». Là, je me rappelle de votre expression. Vous étiez comme ça. Je ne vais pas tout recommencer quand même. Vous m'avez fait mal au cœur. Je me suis dit, la pauvre, j'avais un peu pitié. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Alors je me suis levée et je vous ai dit, je peux reprendre tout ce que vous avez dit, mais en langue des signes? Vous avez dit, d'accord, mais tu n'oublies rien, hein? Oui, oui. J'ai tout repris en langue des signes. Vous me regardiez. C'était peut-être la première fois que vous voyiez quelqu'un signer comme ça. Quand j'ai fini, vous m'avez dit, mais c'est pas possible, c'est trop court, tu n'as pas tout dit. Si, tout y est. Et comme vous ne me croyiez pas, vous avez posé des questions aux élèves. Et les élèves vous ont parfaitement répondu. Peut-être que ça a déclenché quelque chose en vous vis-à-vis de la langue des signes. Oui, mais tu savais aussi poser des questions et installer le dialogue. Voilà, et ça, pour moi, ça a été quelque chose de très fort. Il y a eu d'autres élèves comme ça, où il y avait une interaction. Même si c'était pas par de l'oral, si c'était... peu importait le mode de communication, mais il y avait une envie de communiquer. Et ça, vraiment, c'est ce qui te caractérise. Mon esprit militant, il vient de mon enfance, de tout ce qui m'a choqué, de toutes les injustices que j'ai pu voir, de toute cette incohérence. Ça bouillonnait en moi. Les choses ne se faisaient pas ou mal et personne n'intervenait. Moi, je ne pouvais pas laisser faire. Alors j'ai agi. J'étais bien obligée. Il y a eu ces années d'enfance et puis, dans les années 80, l'arrivée du sida. Ça a été une hécatombe dans la communauté sourde. Beaucoup de mes amis sont morts. J'ai un ami très cher qui est mort du sida. Ça a été un choc énorme parce qu'on était très proches. C'était un peu un papa sourd d'adoption. Il est mort et un mois plus tard, Bruno Moncel, que je connaissais depuis l'enfance, lui, il était déjà actif, il militait déjà, mais je ne le savais pas. Il m'a demandé si je voulais m'engager dans le combat contre le sida. Bien sûr, tout ce que j'avais vu, les brochures, les infos inadaptées aux sourds, c'était une situation inacceptable. J'étais partante. Il y a une chose que je n'oublierai jamais. C'était dans le cadre d'un programme pédagogique, pendant une conférence, je crois. C'était la réaction de Claire. Une personne a dit « Ce n'est pas une obligation de mettre un préservatif. Si j'ai envie de faire l'amour, librement, parce que je sais que mon partenaire n'a pas le sida, pourquoi je ne le ferais pas une fois sans préservatif ?» Et là, Claire a répondu du tac au tac.
Et j'ai trouvé ça très beau, très fort. Elle a dit oui, pourquoi pas? Vous pouvez effectivement choisir de faire l'amour sans préservatif. Vous allez jouir pendant 5 minutes, 30 minutes ou peut-être même 1 heure. Mais pour cette jouissance qui ne va durer qu'un moment, pendant combien de temps vous allez être inquiet de savoir si vous avez contracté ou non le VIH? Alors que si vous mettez un préservatif, le plaisir sera le même. Et vous n'angoisserez pas le restant de votre vie. J'ai trouvé que sa réponse était très belle. Tout le monde est resté bluffé. Elle avait eu la réponse qu'il fallait. Quand je regarde ce qui se fait en Europe ou dans le monde, il n'y en a pas deux comme Claire. Je crois pas. Les autres, ça leur prend un temps fou pour faire les choses. Alors que Claire, elle fonce. Bravo. Ce que je n'ai pas encore fait, des envies, j'en ai encore beaucoup. Faire d'autres films, signer des contes et en inventer moi-même à travers le dessin, en travaillant sur l'ordinateur, en vidéo. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Écrire sur ma vie, j'ai déjà posté certaines parties sur mon blog. Ça avance. J'ai plein d'envies. À Aide, on a des projets en cours. Les idées foisonnent. Est-ce qu'il me restera assez de temps pour faire tout ça? J'ai déjà un bon parcours derrière moi. J'espère ne pas vieillir trop vite.